Goudard, bonjour. Merci d'être sur ce plateau de Carnet d'Art à l'occasion des 10 ans du Festival des Voix du Prieuré. Vous êtes chef de chœur des 6 voix solistes. Vous êtes directeur artistique de Résonance Contemporaine et vous êtes conseiller pédagogique du Festival des Voix du Prieuré. Tout à fait. Merci beaucoup aussi de cette invitation. Merci d'être présent parmi nous. Monsieur Goudard, est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement et les principes majeurs de Résonance Contemporaine? Alors, Résonance Contemporaine, un petit peu comme dans la terminologie, il y a quelques années, on se disait que c'était peut-être intéressant dans un territoire d'ailleurs qui est dans des configurations assez proches aussi de celui de la Savoie, qui est celui du département de l'Ain, comment des gens pourraient avoir accès à la création contemporaine. Voilà, c'est parti un peu de cette idée-là, donc du coup de créer dans un département comme celui-ci un espace où la musique d'aujourd'hui serait en tout cas présente, mais aussi, alors c'est là où on retrouve encore des similitudes aussi avec le Festival des Voix du Prieuré, dans ses fondamentaux, comment aussi rendre accessible à un très large public aussi cette création contemporaine. Donc voilà, ça c'était tous les enjeux. Donc du coup, il y a deux ensembles qui sont là au quotidien et qui essayent donc de favoriser le développement, la connaissance de toute cette musique qui se fabrique aujourd'hui, qui sont donc l'ensemble des 6 voix solistes qui a régulièrement été présent ici. Et puis il y a un autre ensemble plus atypique, mais qui est assez aussi symbolique, je pense, aussi de cette idée de faire que de rendre la création aussi accessible à tous, à savoir avec les percussions très fortes qui, dans ses composantes, associent des personnes en situation de handicap mental, donc adultes, mais aussi des musiciens. Alors après, pour moi, bien sûr, aujourd'hui, c'est plus une séparation entre des musiciens handicapés et non handicapés, mais voilà, c'est pour aussi un peu rendre précis un peu les choses, comme quoi, du coup, associer des personnes singulières avec des musiciens aussi qui ont envie de placer qui aussi pensent que la musique peut être un point de rencontre. Voilà, c'est ce qui fait voilà, les fondamentaux aussi de cet ensemble. Et puis à partir de là, se sont développés pour Résonance des missions aussi parallèles, ce travail de création qui lui essaime un peu partout en France et un petit peu à l'étranger. Des missions qui sont d'ordre de pôle ressources, puisque aujourd'hui Résonance Contemporaine est un pôle ressources départemental et régional pour tout ce qui est de la question de la culture et du handicap, et aussi sur une certaine partie de la musique contemporaine. Voilà. C'est un petit peu tissé à grands traits, mais voilà un petit peu... Vous parliez d'ouvrir la public à un large public et finalement aussi à un large champ d'acteurs de cette musique. Parce que finalement, avec vous, différents publics qui jusqu'alors étaient exclus, soit consciemment, soit inconsciemment, de ce champ, sont intégrés et deviennent un moteur justement de cette création contemporaine. La musique, pour vous, c'est un moyen de transcender toutes les différences et d'intégrer une mixité, qu'elle soit sociale ou autre. Voilà, je crois que ce qui me paraît important, et vous avez raison de soulever comme ça, on se rend bien compte encore aujourd'hui que la culture est objet de différenciation sociale. Donc je crois qu'après, n'importe quel... alors après, chacun, bien sûr, dans sa démarche artistique, se situe par rapport à ça. Mais pour moi, ça m'a toujours semblé fondamental, effectivement, que les pratiques artistiques étaient un endroit, justement, où chaque identité, chaque singularité peut se retrouver, parce qu'au travers des pratiques artistiques, tout dépend comment on les approche, c'est quand même un lieu où on peut redistribuer les rôles et les compétences. Et à partir de là, comment on peut articuler justement des potentialités différentes, mais c'est là aussi de se dire que l'hétérogénéité c'est intéressant et que l'homogénéité, la bien polissée, peut nous emmener vers d'autres choses. Donc voilà, c'est aussi de se dire qu'effectivement la musique c'est un point de rencontre, la culture peut être un point de rencontre, et que chacun peut y apporter quelque chose, quelle que soit sa place, et ça me paraît extrêmement important. Est-ce qu'on pouvait nous expliquer comment c'est de travailler justement avec des publics qui sont aussi hétérogènes, des gens qui sont malades, des gens qui sont valides? Je sais que les frontières ne sont pas fixes et que justement vous êtes là pour les remodeler, mais est-ce qu'à un moment vous êtes confronté malgré tout à des dissonances? C'est joli les dissonances, parce que alors, pour moi, dissonance aussi c'est intéressant sous cet aspect-là, où je dirais que ça rejoint une question de fond. C'est moins une question de public, mais c'est une question de posture et d'attitude. C'est-à-dire que du coup, soit on a envie de se positionner à partir d'un savoir qu'on possède, et que c'est dans la distillation de ce savoir qu'on va se positionner, donc de garder une certaine mise à distance de l'individu qui est en face de soi, pour justement garder ce côté de privilège et cette posture de savoir. Une posture pédagogique presque hautaine. Oui, c'est ça, c'est-à-dire où on va de toute façon distiller un petit peu, mais mettre suffisamment toujours à distance pour que l'autre il ait de toute façon quelques longueurs de retard immédiatement. Donc du coup,
ça va être, pour moi, c'est une autre posture qui me paraît plus intéressante, certes plus difficile, et c'est là où le mot, où je choisissais dissonance aussi, mais je dirais dissonance, écart, parce que ça met en tension. Et je crois qu'à partir dès que ça met en tension, ça met en branle et ça fait travailler, et c'est ça qui me semble intéressant. Et que de ce fait-là, travailler avec tous ces publics, justement, ça nous amène à l'essentiel de ce que peut être une pratique artistique. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut faire un choix sur se dire, peut-être que celui qui est en face de moi, il a des intelligences, il a des capacités, mais c'est non pas moi avec ma supériorité éventuelle ou supposée, mais c'est plutôt comment ça va pouvoir se rencontrer, comment ça va pouvoir se fabriquer. Alors ça va demander de l'observation, ça va demander de l'écoute, ça va demander de s'adapter aussi, enfin de faire que la culture de l'inattendu, de l'imprévisible, ça devienne plutôt quelque chose d'une richesse que plutôt une problématique. Et voilà, et du coup ça me fait dire aussi qu'il n'y a pas forcément une pratique artistique pour un public déterminé, mais, et là en l'occurrence on parle de musique, il y a une même musique, c'est de trouver les modalités pour que chacun effectivement ait véritablement sa place et soit véritablement surtout acteur de cette musique. Et formellement, phoniquement, est-ce qu'on l'entend cette différence? Oui, parce qu'il va y avoir des manières de faire sonner le son, il va y avoir aussi, on entend derrière nous aussi un chœur qui chante. On pourrait aussi se poser, dans quelques jours nous serons en Lorraine, invités par l'INEC Lorraine, où là on se pose de comment les personnes handicapées peuvent chanter. Donc ça veut dire aussi comment on va prendre en compte, là on entend un chœur qui sonne très beau, c'est très beau, mais en même temps comment une voix qui peut être peut-être un peu plus éraillée, qui est une voix qui peut être un peu plus autre, ne devient pas non plus là aussi un problème, mais du coup combien ça devient une richesse. Donc je dirais comment cette singularité-là, finalement elle trouve sa place véritablement, mais ça va être aussi à nous de faire qu'elle trouve véritablement cet espace. Donc du coup, ça rejoint ce qu'on disait là tout à l'heure, ça va reposer un peu les fondamentaux de pourquoi je fais de la musique, quelle résonance ça a effectivement, et quels enjeux j'ai envie de porter au travers d'une action artistique musicale. On peut parler de musique engagée? Oui, ça me va de parler aussi comme ça, parce que je vois cette aventure, moi je la conduis depuis 34 années, et c'est vrai que s'il n'y a pas d'engagement, ça ne marche pas. Et pour vous, c'est le credo de la musique contemporaine, d'insérer en elle toutes ces différences et toute cette diversité des êtres? Ben, je crois qu'en tout cas... C'est une autre version du goût par rapport à la classique contemporaine. C'est-à-dire que je crois que c'est une entrée possible pour aller vers les autres. Parce que ça c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire je ne voudrais pas qu'on interprète mal après tout ce qu'on vient de poser. En tout cas, pour moi, il est hors de question de faire une séparation, une catégorisation entre les pratiques musicales. On a déjà trop tendance à stigmatiser les pratiques, justement. Mais en tout cas, ce qui peut être sûr, c'est qu'elle permet, de par ces manières dont on l'agence, de faire que du coup, entre le fait qu'on travaille avec des compositeurs, le fait que certaines manières d'agencer la musique donnent des formes ouvertes, etc. Donc on a des possibilités de pouvoir peut-être plus conjuguer des potentialités différentes. Ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne pourra pas faire appel au répertoire et pas y aller. Mais peut-être qu'il y a des modes d'entrée, en tout cas, qui nous sont là, l'invention, l'improvisation, toutes ces choses, qui nous permettent de faire que ces personnes, quand on faisait référence à des personnes en situation de handicap, quelquefois qui n'ont pas accès à la lecture non plus, ne soient pas non plus pénalisées parce qu'il y a un code qui est là, et qui est d'une partialité du code, parce qu'après, une fois qu'on a le papier, il faut quand même la mettre en musique, qu'elle soit ancienne ou qu'elle soit contemporaine. Ça va au-delà du papier, donc, mais quand même là on peut se rejoindre, quoi. Ça donne des possibilités de se rejoindre. Et là, là où je veux rejoindre, c'est qu'effectivement la création peut être le moteur des rencontres. Ça me paraît quelque chose d'essentiel. En quelques mots, comment est-ce que vous inscrivez cette pédagogie dans le Festival des Voix du Prieuré? Alors, ce dont je suis assez content, c'est que depuis le début, les Voix du Prieuré avaient d'emblée aussi cette envie de faire que puisque là il y a une très forte mobilisation chorale aussi dans ce département, que bien sûr tout ce public, acteurs, alors là dans tous les styles effectivement, puisse à un moment donné faire partie d'un des dispositifs aussi des voix du prieuré. Donc il y a eu toujours eu un travail en direction d'un pratique amateur.
Et puis dans cette pratique amateur, alors ça c'est assez récent, alors que ce soit au niveau des vagues vocales ou des chœurs d'adultes, c'est fait jour aussi au gré de ce qui se passait dans ces dispositifs. Une demande, je pense au collège Georges Sand par exemple, où il y a une classe Ulysse où des jeunes en situation de handicap différents on souhaitait aussi pouvoir participer au même dispositif que d'autres classes primaires, au collège et autres. Et ça, c'était le premier point d'ancrage. Et donc, ça fait 3 ans à peu près que les choses se sont passées. Et après, il y a pu y avoir aussi une présence des percussions très fort, etc. Donc, je dirais qu'on a enclenché quelque chose. Il y a eu tout ce qui s'est passé aussi dans cette édition. Et ça me paraît important parce que il y a un grand nombre de festivals aujourd'hui en France. Et là, c'est une autre partie de ce qu'on évoquait là aussi tout à l'heure. Autant il me semble bien sûr évident que c'est toujours important que des festivals qui se construisent autour de pratiques ou qui réunissent des pratiques faites par des personnes en situation de handicap. Il y en a un certain nombre en France, et tant mieux qu'ils y sont, puisqu'ils permettent un peu ces passerelles. Et c'est d'autant plus important à mon sens aujourd'hui. En tout cas, c'est la voie dans laquelle on doit travailler, faire que quelles que soient les structures de diffusion, et là entre autres un festival comme les Voix du Prieuré, ménage lui aussi dans sa réflexion et dans ses modalités d'action, mais aussi à la fois pour un public bien sûr handicapé qui puisse venir, mais en même temps montrer aussi des pratiques artistiques où eux aussi sont compris dedans. Et là, ça, à mon avis, il y a trop peu de festivals aujourd'hui en France qui se préoccupent de ça. Pour les 10 ans du festival, qu'est-ce que vous avez à souhaiter aux Voix du Prieuré ? À garder cette vitalité, peut-être encore aller un peu plus appuyer encore un champignon sur toutes ces choses, parce que je crois qu'on a besoin, puis ça montre aussi son originalité. Hein, d'abord, ça met en branle, on parlait tout à l'heure de dissonance, ça met en branle aussi les pensées de chacun. Quand on en parle entre nous, ça bouscule aussi de comment essayer de prévoir une programmation artistique, comment renouveler aussi le travail en direction des amateurs. C'est pas simple, vous parliez d'engagement. Je crois que c'est aussi ça, c'est-à-dire que rien n'est jamais acquis, même si les années se posent et les choses, il faut remettre sans arrêt sur le chantier. Je pense que c'est cette émulation-là qui me semble importante que les Voix du Prieuré gardent. Alain Goudard, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être venu. Merci à vous. Et bon festival. Merci.